Je ne vais pas aller plus en avant, mais les usines semi-conducteurs du monde sont majoritairement à Taïwan. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, quoi. Alors en France, on a un géant franco-italien qui est ST Microélectronique avec plusieurs sites. Donc là, vous avez une photo du site de Crolles. Alors, quand on regarde un petit peu loin comment ça se passe, en fait, on se rend compte qu'il y a en gros 3 métiers. Alors il y en a peut-être un peu plus, mais 3 métiers dans l'industrie. Là, je ne vous parle pas de l'académique. Donc, il y a les fondeurs, ceux qui créent les puces, quoi. Donc, je vous disais Taïwan, la Corée, les USA, la Chine, un peu la France et l'Italie. Là, il y a les gens qui conçoivent les puces. Donc, on pense à Intel, AMD, ARM. Donc, en France, on a Calray, l'Europe, il y a Cypearl et probablement d'autres. Et il y a les éditeurs de logiciels. Donc, il y a ceux qui font des logiciels pour la conception des puces. Donc ceux-là, on pense à Synopsys, Cadence, Siemens, et en fait une multitude de start-up en France, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Donc les États soutiennent fortement cette industrie. Donc je ne vous parlerai pas des USA, mais donc l'Union européenne finance la CHIPS Act, et l'État français subventionne très généreusement ST Microélectronique et plus récemment Global Foundries. Donc il y a de l'argent. Voilà. Alors, c'est un domaine qui a énormément évolué. Donc tout le monde, beaucoup de gens connaissent la loi de Moore. Donc la loi de Moore, c'est une loi complètement empirique qui a été énoncée par Moore dans les années 75 et qui dit que, en fait, quand vous prenez une puce, le nombre de transistors double tous les 2 ans. Donc il a dit ça un jour en se levant, et effectivement, il a raison. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis les années 75 et qu'on compte le nombre de transistors sur une puce, et effectivement, il a raison. Et aujourd'hui, donc, on en est à des billions de transistors sur une puce. Des billions. Alors, pour moi, billions, c'est tellement grand que je ne savais même pas ce que c'était. 10 puissance 12, ça fait beaucoup. Et la deuxième constatation, c'est que les puces, elles sont assez fortement hétérogènes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, comme on est capable de mettre beaucoup de transistors sur une puce, en fait, on est capable de faire beaucoup de parties de la puce qui font des choses différentes. Et ça, par exemple, si vous regardez, donc là, j'ai pris une pub Apple, par exemple, le M3 Max, il y a 16 corps CPU, donc autrement dit 16 calculateurs, il y a 40 corps GPU, et puis d'autres choses derrière, je pense que c'est de la mémoire, on ne voit pas très bien. Enfin bon, il y a plein de choses sur une seule puce. Donc c'est très intégré, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc la conséquence, c'est que non seulement il y a beaucoup de transistors, mais c'est vraiment très compliqué. Voilà, très très compliqué. Alors, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la recherche, donc effectivement, les directions majeures aujourd'hui, c'est d'arriver finalement à concentrer sur des surfaces de plus en plus petites toutes ces transistors, de sorte à consommer le moins d'énergie possible pour les faire fonctionner. Donc là, on est vraiment dans de la minutarisation. C'est pas grave. Et la deuxième chose, le deuxième grand domaine, c'est l'hétérogénéité, et notamment via la conception des accélérateurs de réseaux de neurones. Et alors, donc là, un peu le constat de quelqu'un qui fait de la recherche opérationnelle, c'est que face à cette complexité, en fait, ça devient vraiment c'est extrêmement important d'arriver à développer des méthodes qui soient efficaces pour des circuits les plus optimisés possibles. Alors, quand on regarde à peu près, les problèmes combinatoires sont extrêmement complexes pour plein de raisons. D'abord, c'est gros, il y a beaucoup de données. Donc la taille des données, la taille des solutions sont énormes. Quand on parle de billions de transistors, ça fait beaucoup. D'accord ? Les critères pour évaluer si une puce est optimisée, ça ne va pas se faire une fois que la puce sera fondue, parce que fondre une puce, ça coûte très très cher. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas vous amuser à fondre la puce et puis aller mesurer après si ça fonctionne bien. Non, quand la puce elle est fondue, il faut que vous soyez sûr que ça fonctionne bien, parce que vous n'en fondrez pas une deuxième, tellement ça coûte cher. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a énormément d'outils qui sont développés pour évaluer la puce. Et quand on évalue une puce, il faut la simuler.
Donc c'est des journées, des siècles de simulation pour arriver à savoir est-ce que ça ne consomme pas trop, est-ce que ça fait bien le job, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, etc., etc. Alors, dernière difficulté, des difficultés qui sont liées au techno. En fait, plus c'est petit, plus il y a des contraintes. Donc les contraintes, par exemple, là j'en ai mis quelques-unes, c'est quand vous avez deux fils qui sont trop près l'un de l'autre, eh ben, vous avez des problèmes d'interférence électromagnétique. Quand vous avez un fil qui est trop long et que vous avez une fréquence d'horloge qui est un petit peu rapide, eh ben, vous avez des problèmes de propagation du signal. Donc il y a plein de contraintes qui sont liées à la techno et qui sont complexes à étudier et à optimiser, à considérer. Pardon. Alors, donc, quand on regarde un peu les gens qui travaillent dans ce domaine, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de gens qui font de la recherche opérationnelle. C'est plutôt des gens qui sont issus de la microélectronique. Donc du coup, pour eux, l'optimisation, ils voient ça un peu comme une boîte à outils, c'est-à-dire qu'ils ont un problème d'optimisation, et ben, ils vont essayer tout ce qu'ils trouvent pour essayer de le résoudre. Tout ce qu'ils trouvent, c'est quoi? C'est de la programmation linéaire en nombre entier, quand on arrive à avoir une modélisation grossière du problème. Des heuristiques gloutonnes, bon ça c'est facile, hein, des algorithmes génétiques. Alors, il y a beaucoup d'algorithmes génétiques parce qu'en fait, la particularité des algorithmes génétiques, c'est qu'ils donnent beaucoup de solutions. Et donc, du coup, une fois que vous avez énuméré plein de solutions, ça vous permet d'en choisir une qui vous convient. Donc, parce que vous n'avez pas réussi à exprimer toutes les contraintes du problème. Donc là, il y en a une qui ne semble pas trop mal de solution, je la prends, je la retravaille pour que tout fonctionne, et puis je suis content. Hein. Donc les algos génétiques fonctionnent bien. Et plus récemment, donc, des méthodes plus de deep learning ou d'optimisation black box qui sont en train de révolutionner ce domaine. Alors les difficultés majeures, c'est que les problèmes sont en général assez difficiles à modéliser finement, c'est-à-dire qu'en fait ils ont des modélisations grossières. Quand ils ont une solution, après ils retravaillent la solution pour arriver avec un chausse-pied à la faire rentrer. Alors, l'accès aux données réelles, alors ça c'est vraiment un problème d'académique, c'est que en fait, moi ce que j'observe, c'est que pour toucher les problèmes réels, il faut avoir un contrat avec un industriel, parce qu'en tant qu'académique, c'est impossible d'avoir des données réelles, et donc du coup faire de la recherche sur des fausses données, c'est difficile. Là, voilà. Et il y a beaucoup d'acteurs, comme je vous l'ai montré, puisqu'il y a les fondeurs, les gens qui font du logiciel, les gens qui font de la conception. Et en fait, il y a une opacité des outils, c'est-à-dire qu'en fait, on vous donne des outils, mais vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez une entrée, vous avez une sortie. Et donc là, vous êtes là, vous prenez les outils, et puis, en plus, il y a pas vraiment, les formats standards ne sont pas forcément respectés, donc vous ne pouvez pas mettre les outils à la queue l'un de l'autre, vous êtes obligé de mettre de la glu. Donc, au final, vous obtenez des codes qui sont immaintenables et difficiles à utiliser, qui en plus utilisent des boîtes noires. Pas simple, voilà. Alors, donc, on va continuer. Donc, après cette petite introduction, donc, nous allons vous parler un peu de trois problèmes. Donc, je vais commencer avec le mien, puisqu'on a peu de temps. Donc, en avant. OK. Donc, je vais vous parler d'un problème qui est issu de la thèse d'un de mes doctorants, qui est Ali Oudriri, donc, qui a fait une thèse CIFRE chez ST Microélectronique et qui l'a soutenue très récemment. Alors, donc, le sujet de la thèse était de concevoir une architecture pour accélérer l'exécution d'un réseau de neurones. Alors, donc, dans un premier temps, je vais vous décrire l'architecture telle qu'elle a été conçue par ST Microélectronique. Et je vais vous montrer qu'en fait, on peut finalement l'améliorer en utilisant cette archi et en la mettant dans un pipeline. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est le cas et vous montrer comment on l'a amélioré. Je vous donnerai quelques résultats expérimentaux et une conclusion. Alors, d'abord, l'architecture. Donc, en fait, on a ici affaire à un accélérateur AI, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une architecture qui est spécialisée pour traiter des réseaux de neurones. Donc, elle a été conçue pour de l'inférence. C'est-à-dire, en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, la visée, c'était l'embarquer. Et donc, les gens d'ST souhaitaient concevoir donc, une puce qui était peu gourmande en énergie, justement parce qu'elle est embarquée, et en techno, CMOS, qui est une techno moyenne, je dirais, actuellement. Alors en fait, quand on regarde d'un peu haut la puce,
En fait, elle est composée de trois blocs. Donc, le premier bloc, c'est le fmaps RAM. En fait, c'est de la mémoire pour stocker les images successives, puisqu'en fait, elle va servir à traiter des images. On a la RAM, la weight RAMS, qui va servir à mettre les poids du réseau de neurones qui va nous intéresser. Et vous avez un tableau qui est constitué de processing elements. En fait, donc, un processing element, c'est une unité de calcul. En fait, c'est ce qu'on appelle des MAC, Multiplier and Accumulation. Et en fait, ça sert uniquement à calculer une fonction linéaire en fonction des poids. D'accord ? Et donc, chacun des petits carrés blancs, c'est une unité qui ne fait que ça. Et bien sûr, à l'intérieur, donc ça qu'on l'a de façon cachée, en fait, il y a une politique d'évaluation des différentes couches d'un réseau de neurones et qui permet de prendre en charge, j'aurais envie de dire, tous les grands opérateurs, convolution, max pool, fully connected, etc. Alors, bon, donc, à cette puce, on va lui donner à manger des réseaux de neurones. Alors, déjà, les réseaux de neurones qu'on considère, c'est une classe de réseaux de neurones simples, c'est des réseaux de neurones feed-forward. Ben pourquoi ? Parce qu'en fait, les réseaux de neurones visés ont tous cette tête-là, d'accord ? Donc, du coup, ils ont la spécificité de cette puce, c'est de ne traiter que ce type de réseau. Donc, un réseau de neurones, il est composé de couches. Donc, ici, j'en ai L, qui sont donc les verticales. Donc, chaque sommet, ça correspond donc à un calcul d'une fonction linéaire à fonction des entrées et à sa diffusion. Donc, chaque arc donc, ça se lit de gauche à droite. Et on connaît donc chaque couche, finalement, on sait quel est l'opérateur correspondant. Et on connaît le nombre de sommets. Donc, les images traitées, donc l'entrée, on appelle ça leafmap, la sortie, on appelle ça loftmap, et vous avez toutes les images intermédiaires qui sont générées par chaque couche. Alors, donc comment ça fonctionne ? Alors ici, on a vraiment un accélérateur AI très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parallélisme. Zéro parallélisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on traite chaque réseau de neurones un par un, et quand vous traitez un réseau de neurones, vous le traitez couche par couche. Donc vraiment, zéro parallélisme. Et donc, au démarrage, l'image à traiter est dans la fmap. Les poids sont stockés dans la zone des poids. Donc, quand vous évaluez une couche, la fmap contient à la fois l'image que vous êtes en train d'évaluer et puis le résultat, puisque vous pouvez imaginer, par exemple, ce n'est pas tout à fait le cas, mais imaginez qu'on évalue du haut vers le bas la couche. Vous voyez, au fur et à mesure, on va faire des calculs, donc il faut stocker le résultat des calculs. Et donc ça revient dans la fmap, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la fmap, vous avez à la fois l'image que vous êtes en train d'évaluer et puis le résultat. Et une fois que tout est terminé, une fois que vous avez fini d'évaluer votre réseau de neurones, et ben, en fait, le résultat, il est dans la fmap, du coup. Et vous n'avez plus que ça dans la fmap. Alors, le premier travail ici, pour arriver à faire quelque chose, c'est de partir de la constatation suivante. C'est qu'en fait, finalement, c'est quand même assez compliqué à l'intérieur, mais on a quand même accès à l'exécution d'une couche, parce que grâce à l'accord de confidentialité avec Esther, on a pu avoir accès à la manière dont les calculs sont ordonnés au niveau des MAC. Et donc, du coup, en plus, on avait accès à des outils de synthèse puissants, que d'habitude, on n'a pas accès en tant qu'universitaire. Et donc là, c'était Mentor. Et donc, du coup, on a pu s'amuser à évaluer les performances du circuit en fonction de la taille. C'est-à-dire que, voilà, probablement que plus n est grand, plus les performances vont être bonnes ou mauvaises selon ce qu'on cherche. Et donc, du coup, dans un premier temps, on a mesuré les performances. Et on a fait des modèles pour mesurer les performances. Et donc, du coup, on a montré expérimentalement que la durée d'exécution d'une couche, c'était une fonction du type de la couche divisée par le nombre d'éléments de calcul.
plus une constante, que la surface, on a observé que c'était un peu plus compliqué, je ne l'ai pas mise parce que c'était moche, mais que c'était une fonction qui était croissante en fonction de la taille du nombre de PE1, et que la puissance, en fait, alors là, la puissance, en fait, il y a deux termes dans la puissance. Il y a ce qu'on appelle le leakage et la puissance dynamique. Donc, en gros, vous avez une partie qui ne dépend que du circuit. On appelle ça la fuite, qui est toujours là, hein, quoi que vous faites. Même dès le moment où votre ordinateur est allumé, vous avez ça, même si vous faites rien. Et vous avez une partie qui est due au calcul. Et donc, c'est ce qu'on appelle la puissance dynamique. Alors, à partir de là, on a pu... Okay. À partir de là, finalement, on a pu faire des courbes. On a pu faire des courbes, par exemple, des courbes de la puissance en fonction de la latence. D'accord ? Donc on obtient ce type de courbe, ce qui est tout à fait normal. En gros, plus le circuit est gros, plus vous avez de la puissance, plus vous consommez en fait, et plus il est petit, donc là, quand il est petit, la puissance elle est meilleure, mais par contre la latence elle est longue, hein, parce que ça met du temps à évaluer. Mais ce qu'on a aussi remarqué, c'est que vu la taille des fonctions, finalement, ce n'était pas la peine d'aller trop loin au niveau de la taille, puisqu'au bout d'un moment, finalement, même quand vous augmentez la taille de votre circuit, vous avez un effet de saturation qui fait que vous n'allez pas plus vite pour évaluer votre réseau de neurones. Et ce qu'on a aussi observé, c'est que les réseaux de neurones étaient évalués un par un, qu'il n'y avait pas de parallélisme. Donc, de toute façon, dès le moment où vous allez avoir des images qui arrivent en cascade, eh ben, le débit de traitement il sera forcément, il sera très très limité du fait que vous vous interdisez de faire du parallélisme entre les différents réseaux de neurones. Et donc du coup, on a dit aux gens d'essai, ben oui, mais pourquoi vous ne les mettez pas en pipeline? Donc vous ne concevez pas une nouvelle puce, prenez les puces telles qu'elles sont et insérez-les dans un pipeline. Donc un pipeline, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en série plusieurs accélérateurs neuronaux et leur mettre des mémoires intermédiaires pour qu'ils puissent stocker leurs données, et avec une zone en entrée et une zone en sortie pour stocker l'entrée et la sortie. Une structure de ce type, ça permettra du coup de traiter plusieurs réseaux de neurones en même temps, d'accord, en les faisant passer du début jusqu'à la fin du pipeline. Et alors, après, donc, le problème, on va se retrouver face à un problème d'optimisation où, en fait, il va falloir déjà fixer les paramètres du pipeline, savoir quelle taille du pipeline, quelle taille pour chacun des accélérateurs, quelle taille pour la mémoire, de sorte à que les capacités mémoire soient suffisantes, déjà, et minimiser la puissance, la surface, l'énergie, tout en garantissant un nombre d'images traitées par seconde minimal. Alors, autrement dit, donc, si je résume, donc en entrée, on a un réseau de neurones, qui est le réseau de neurones visé, on a un pipeline, et la première chose qu'il faut se demander, mais finalement, comment ça peut fonctionner? Donc, pour que ça fonctionne bien, pour pouvoir faire du parallélisme entre différents réseaux de neurones qui arriveraient, ce qu'on va faire, c'est que donc on va leur faire traverser le pipeline. Donc, autrement dit, la première couche, elle sera sur le premier élément du pipeline. La dernière couche, il faudra qu'elle soit exécutée par le dernier élément du pipeline. Et puis, ce qui se passe au milieu, il va falloir le trouver. Ça sera à nous de le trouver. Donc, il faut trouver à la fois l'architecture et l'allocation des couches sur le pipeline. Alors, juste une remarque, si on a un placement des couches sur le pipeline, en fait, on peut assez facilement trouver le débit. En fait, le débit, ce qu'on va faire, c'est que... non, on va faire dans l'autre sens. Le débit, en fait, ça va correspondre finalement à... Le débit, ça va correspondre à l'inverse de la période. Et la période, en fait, c'est le NPU, donc c'est l'accélérateur qui prend le plus de temps.
Donc vous allez avoir un accélérateur critique qui est l'accélérateur qui prend le plus de temps, et c'est lui qui va freiner le débit du système. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est la période d'un système, du coup, donc on est capable de l'évaluer à partir des fonctions qu'on a mises en place, sauf que pour pouvoir le faire, il faut avoir fixé la taille de l'accélérateur. Mais en fait, donc du coup, on va prendre le problème dans l'autre sens. Excusez-moi. On va prendre le problème dans l'autre sens. C'est que si vous avez, à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est que si vous avez fixé un mapping, donc une allocation de vos layers à un pipeline, et que vous vous êtes fixé une période minimale, et bien en fait, on est capable, à ce moment-là, de dimensionner l'accélérateur de sorte à vérifier cette période minimale. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, on a affaire à des fonctions croissantes, et donc ici, une binary search, ça suffira pour avoir le calcul. C'est ce que prétend ce théorème, que je n'ai pas le temps de démontrer, malheureusement. Donc finalement, quand on connaît le placement, on sait que, par exemple, la layer de 5 à 10, par exemple, doivent être effectuées sur cet accélérateur. On est alors à ce moment-là capable de dimensionner exactement l'accélérateur pour qu'une période soit respectée. Alors pour la mémoire, c'est pareil. Pour la mémoire, quand on connaît le mapping, quand on connaît le placement des layers sur le pipeline, en fait, on sait exactement quelle image, où sera stockée quelle image. Ça a été complètement défini au moment du pipeline. Et donc, du coup, on est capable de dire, eh ben, cette mémoire-là, il faut au minimum qu'elle ait cette taille-là, cette mémoire-là, qu'elle ait au minimum cette taille-là, etc., etc. Donc, au final, ce qui reste, c'est juste trouver l'architecture et trouver un placement. Et une fois qu'on a ça, on est capable de tout dimensionner. Et ça, en fait, alors j'étais un peu perdue sur ce problème, et un jour, Pierre est arrivé à Ellipsis, et je lui parle de ce problème, et je lui dis, mais, pour moi, ça ressemble quand même à quelque chose de classique, mais ce n'est pas de l'ordo. Et il me dit, ah, mais c'est un assembly line balancing problem. Et effectivement, donc, j'ai été voir la biblio là-dessus, et en fait, je me suis rendu compte que ce problème, il était résolu en 1963. Donc, par un algo de programmation dynamique relativement simple, en fait, que j'ai essayé de décrire en quelques phrases ici. Je me dépêche. Voilà. Et donc l'idée, c'est de construire un graphe d'état où, en fait, on va les nœuds. Chaque nœud, ça va correspondre au fait qu'une petite partie de la séquence du réseau de neurones va être effectuée sur une même machine. Les liens, ça va quand vous allez mettre un arc entre deux sommets, en fait, ça voudra dire que en fait, la séquence peut être effectuée, le nœud de départ, la séquence du nœud de départ peut être effectuée sur la machine, sur l'accélérateur juste avant la séquence du nœud suivant. Et les fonctions de coût, en fait, sont associées directement au sommet, donc autrement dit directement aux sommets qui sortent, aux arcs qui sortent d'un sommet. Et ainsi, en fait, en utilisant un algorithme type Dijkstra, vous pouvez calculer le plus court chemin entre une source et une destination, et qui vous donnera à la fois le pipeline qui va bien et l'allocation qui va bien. Et tout ça de manière polynomiale, bien sûr. Youpi. Alors du coup, une fois qu'on a réalisé ça, on a lancé les tests. On a lancé les tests et on a regardé ce qui se passait, donc avec à la fois des réseaux de neurones classiques et les chiffres donnés par ST. Alors déjà, on s'est dit, déjà, on va comparer juste un seul NPU, un seul gros NPU, par rapport à notre architecture pipeline. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, alors déjà, pour un seul NPU, la latence et la période, c'est la même chose, puisque vous n'avez qu'une seule puce, qu'un seul composant. Alors, ce qu'on a observé, déjà, c'est que quand on passe
quand on passe d'un seul NPU à un pipeline, en fait, on augmentait le débit de manière significative. Donc c'est plutôt, on était plutôt contents. Par contre, ce débit il se fait au détriment de la latence. Ça veut dire qu'en fait, finalement, on a dans votre pipeline, vous avez en même temps plusieurs réseaux de neurones qui sont évalués. Donc du coup, la traversée du pipeline est plus longue pour un réseau de neurones, mais le débit est beaucoup plus rapide. D'accord? Donc, mais ce qui, a priori, par exemple, pour faire de la vidéo, n'est pas gênant que vous ayez un petit temps de latence. Par contre, ce qui est important, c'est le débit. Ce n'est pas tellement la latence, en fait. Donc, alors après, par exemple, si on regarde le nombre de processeurs, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a étudié le nombre de processeurs. Pardon, on a étudié le nombre de processeurs en fonction du débit. Selon qu'on considère un seul gros NPU ou notre version pipelinée. Et en fait, donc sur cette courbe, tout ce qui est rouge, ça correspond à un seul NPU, et tout ce qui est vert, ça correspond à notre version pipeline. Donc par exemple, si je regarde la première courbe verte qui descend, vous voyez, la courbe rouge associée qui est comme ça correspond à un seul NPU. Donc ce qu'on en a déduit, c'est que le nombre de processing elements, il est toujours plus petit quand on a un pipeline. Et pourquoi? Alors c'est quoi l'explication? Quand vous avez un seul NPU, en fait, un gros NPU, vous avez plein de... Quand vous avez une grosse couche qui arrive, vous utilisez bien tous les processing elements, mais si vous avez une couche qui est petite, du coup, il y a plein de NPU qui ne servent à rien. Et donc, à titre d'exemple, par exemple, si on a 150 processing elements, on arrive à des débits de 275 frames par seconde pour le pipeline et 202 pour un unique NPU. Donc, ça marche mieux de manière assez significative. Alors, dernier résultat. Si on regarde cette fois-ci la minimisation de l'énergie, si on s'intéresse à minimiser l'énergie du pipeline et qu'on compare par rapport à un seul NPU, donc on se rend compte qu'un unique NPU, ça consomme toujours plus que le pipeline, que l'on prenne en compte les RAM ou non. D'accord? Donc c'est vraiment, on prend vraiment tout en compte, y compris les RAM. Non seulement ça consomme moins, mais en plus, quand on regarde les valeurs minimales de l'énergie, donc qui sont les deux gros points noirs, en fait, les plus petites valeurs, elles sont toujours obtenues par le pipeline. C'est-à-dire qu'en fait, le pipeline, ça permet peut-être que le débit est un peu moins bon ici, vous voyez le point noir le plus en bas, mais l'énergie est aussi significativement moins importante. Donc ça permet de sauvegarder de l'énergie. Ok, donc juste pour terminer, donc, finalement on a développé une méthodologie générique sous la forme d'un pipeline. On a fait le lien avec des problèmes d'optimisation classiques et on a développé une étude expérimentale qui a permis de démontrer l'intérêt de cette méthode. Donc après, les perspectives pour un chercheur en RO, il y en a beaucoup. Comment on prend en compte plusieurs réseaux de neurones avec des périodes qui seraient différentes ou égales? Comment on prend en compte plusieurs critères simultanément? J'ai envie de dire, etc., etc. Voilà. Et je vous remercie et je vais laisser la parole à Rémi. Ok, super. Donc, je vais vous parler d'un second problème, qui est le problème de multiplication par constante, du design d'un opérateur arithmétique. Mais avant ça, au cas où ça n'a pas été suffisamment dit, je vais rappeler qu'il y a vraiment besoin, dans plein d'applications, de circuits électroniques, de puces qu'on veut programmer. Et en particulier, on va regarder juste un tout petit peu plus les voitures autonomes. Là-dedans, il y a plein de capteurs. Ces capteurs, ils vont nous servir à extraire des caractéristiques de signaux captés. Et ça se fait avec des filtres numériques, les digital filters. Et en fait, ces filtres, c'est majoritairement des multiplications par des constantes. C'est ce qu'on a là, les petits triangles verts. C'est des constantes entières, a priori, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va considérer que c'est des constantes entières. Et on veut multiplier nos entrées, nos variables, par ces constantes. Et donc ce problème de multiplication par constante, qu'on va vouloir optimiser, il est en fait présent dans énormément d'applications, sous différentes formes. Donc cette brique de base, ici, là, je vais essayer de vous montrer comment
Je vais essayer de la définir. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur comment on l'optimise, mais je vais vous parler de ce problème de caler cette brique de base dans les puces électroniques. Donc je vous ai dit qu'on parlait donc de multiplication. Une multiplication entre deux variables, on peut la représenter comme ça assez facilement, avec quelques multiplications de bit à bit, puis on additionne tout. Ça a un certain coût qu'on peut complètement gommer quand, au lieu de multiplier par deux variables ensemble, on veut multiplier une variable avec une constante. Parce que là, on peut tout de suite éliminer un certain nombre de toutes les multiplications bit à bit, et ce qu'on se retrouve à faire, quand on multiplie la constante 9 avec notre variable x, c'est décaler notre chaîne de bits. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Ouais, excusez-moi, j'irai de l'autre côté ensuite. Mais donc décaler notre chaîne de bits ici de 3 bits. Donc on a fait en fait notre entrée fois 2 puissance 3, donc 8 fois notre entrée, qu'on additionne avec elle-même. On obtient notre 9 fois x avec une simple addition. Et je dis avec une simple addition parce qu'on a des bit shift et des additions pour ça, mais les bit shift, on va considérer qu'ils sont en fait gratuits. Donc l'objectif qu'on a, c'est de proposer des méthodes automatiques pour faire des multiplications par constante, pour trouver les circuits les plus idéalement optimaux pour multiplier par des constantes, connaissant les constantes par lesquelles on veut multiplier. Ça, on peut le représenter avec des adder graphes. Je vais aller de l'autre côté, cette fois. Donc nos adder graphes, c'est nos additions et nos bit shift, qui sont représentés par les flèches, les bit shift. Ici, on a un adder graph pour représenter 7 fois x à partir de son écriture binaire. Donc très basiquement, on a notre entrée qui est shiftée d'un bit, donc 2 fois x, qu'on additionne avec elle-même, 3 fois x, et on additionne ce 3x avec l'entrée shiftée de 2 bits, donc 4 fois x. Une autre façon d'obtenir exactement le même résultat, ça serait de shifter de 3 bits, donc notre 8x, et de soustraire à ça l'entrée. Et on a à nouveau cette x avec un seul adder, parce que je ne vais pas du tout faire de différence entre addition et soustraction. Je mets quelques termes un peu récurrents, je les emploierai peut-être ensuite, mais donc on a nos fundamentals qui correspondent aux constantes par lesquelles on multiplie notre variable au sein du circuit. À gauche, j'ai 2 adders, à droite, j'en ai un seul, et j'ai l'adder depth. L'adder depth, c'est la profondeur du graphe. Donc là, ce n'est pas des graphes très intéressants, mais globalement, j'ai 2 adders en cascade, donc la profondeur, ça sera 2. L'idée, c'est que plus j'ai d'adders en cascade, plus il y a d'opérations qui doivent avoir lieu avant de sortir, donc ça augmente la latence. Et on veut construire le meilleur adder graph. Je vous ai dit que c'était des multiplications par plusieurs constantes. Je vous ai présenté 2 adder graphs pour une seule constante. Ce qui se passe, c'est qu'on pourrait se dire, je fais constante par constante et j'essaie, et ensuite j'implémente tout ça séparément. Mais dans ce cas-là, bon, pour la constante 31, j'ai cet adder graph, pour la constante 43, j'ai celui-là. Si je fais les deux au sein d'un même adder graph avec 2 sorties, je peux avoir un seul adder graph qui est plus petit, plus compact que quand je fais tout séparément. Donc il faut qu'on tienne compte de ce partage de données. Et alors que le problème avec une seule constante est déjà conjecturé à NP dur, a priori on est sur quelque chose d'encore un peu plus compliqué. Donc pour résumer, le problème qu'on cherche à traiter, c'est être capable de multiplier une variable x entière par plusieurs constantes. Notre but, c'est de minimiser la surface du circuit, la consommation énergétique, le délai pour obtenir les résultats par le circuit. On veut faire ça automatiquement en construisant des adder graphs. Et le state of the art, et ce que je vous présente un peu ici, c'est qu'on utilise en fait des variables proxy. Au lieu de minimiser la surface, la consommation énergétique et le délai, on va plutôt minimiser le nombre d'additionneurs, le nombre d'adders et l'adder depth des circuits. Ça, c'est quelque chose qui est fait depuis assez longtemps. Il y a eu des travaux qui ont été proposés, des algorithmes Glouton, des heuristiques, des branch and bound. Il y a eu une énumération totale du search space avec quelques contraintes pour le limiter un peu. En 2018, un peu plus récemment, il y a eu un modèle ILP qui a été proposé également. Donc vient, je pense, légitimement la question, est-ce que les chercheurs en électronique qui ont bossé sur ce genre de questions, ils ont vraiment besoin de nous? Moi, j'ai envie de répondre oui, parce que leurs heuristiques, c'est que des heuristiques primales. Il n'y a pas eu du tout de questions sur des local search, et je pense que c'est une piste qui est encore ouverte. Ça serait super intéressant de bosser là-dessus. Leur branch and bound, quand il a été proposé dans le même papier, ils ont proposé une heuristique parce que le branch and bound était trop lent pour eux.
Je vais vous parler un peu plus du modèle ILP parce qu'il peut être amélioré par rapport à ce qui a été fait. Donc, la modélisation, pour la faire ici, il faut bien comprendre que dans nos adder graphs, la brique de base, le truc important, ça va être les adders. Si on est capable de modéliser les relations entre les entrées d'un adder et les sorties de l'adder, on est capable de modéliser complètement tout adder graph possible. Donc ici, c'est ce qu'on propose, hein, c'est ce qui a été plus ou moins proposé dans les travaux sur l'ILP, mais donc on a nos deux entrées, on a nos shifts qui peuvent arriver à droite, à gauche. Je ne rentre pas du tout dans le détail de pourquoi on l'a mis comme ça, tout ça c'est détaillé dans un papier, hein, si vous voulez aller voir. On a nos variables pour notre signe, et tout ça, ça peut être mis en équation. Bon, j'ai parlé de modèle ILP, on est sur une équation qui est vraiment pas linéaire, donc comme on sait faire hein, dans la communauté, on linéarise. On aurait évidemment pu utiliser des solvers non linéaires, on aurait pu passer sur d'autres choses, mais là je vais vous parler de linéarisation. Donc on décompose tout ça, on rajoute des variables intermédiaires, on se retrouve avec des choses vachement plus simples, on a juste quelques shifts, nos deux puissances S, et on a nos soustractions. Ça, on sait gérer, donc on a linéarisé tout ça, et on arrive globalement à l'état de l'art. Dans l'état de l'art, ils ne sont pas partis tout à fait du même point, donc dans certains cas, ils étaient sous-optimaux. Et une fois qu'on a ça, en fait, on est capable de dire, OK, je veux faire l'adder graph qui multiplie par les constantes C1, C2, C3, et j'ai deux adders à disposition. Est-ce que tu réussis à créer un adder graph qui me sort ces trois constantes? Si la réponse est non, on passe à 3 adders, 4 adders, et on fait ça jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Le problème, c'est que si j'ai un budget de calcul de 8 heures et qu'au bout de 8 heures, je n'ai pas trouvé de solution, en fait, j'ai absolument rien du tout sur quoi travailler. Donc, on a préféré essayer d'aborder ce problème sous forme d'un problème de minimisation. Au lieu de partir d'une étape de base et d'itérer vers le haut, on part d'une heuristique et on cherche à minimiser le nombre d'adders vraiment utilisés dans l'adder graph. Et comme on a a priori un bagage en recherche opérationnelle, on peut se permettre d'aller un peu plus loin, des choses auxquelles les chercheurs en électronique ne pensent pas forcément. On se met à faire du biais objectif, à essayer de minimiser le nombre d'adders et l'adder depth simultanément avec, pour le coup ici, une priorité sur le nombre d'adders. Donc pour un nombre d'adders donné, on va chercher l'adder depth minimale en plus. Et on peut aller plus loin. On a constaté que il y avait plein de symétries dans le modèle qu'on peut casser avec des contraintes de cassage de symétrie, symmetry breaking constraint. On peut fine-tuner le solver parce que quand on commence à bien comprendre le modèle, à bien connaître le problème, on sait aller gérer les paramètres et dire ok, il vaut mieux d'abord brancher sur telle ou telle variable. Et puis il y a des cutting planes qui peuvent être ajoutés, des contraintes redondantes pour aller avoir une meilleure relaxation linéaire. Bon, je ne vous parle pas de résultats du tout, ça a été fait, on est capable de faire notre modélisation, d'obtenir des résultats, ça bat l'état de l'art, ça donne des résultats qui sont vraiment très bons et souvent prouvés optimaux. Mais en fait, on est sur du matériel, donc on peut se permettre d'aller un peu plus loin, et je vous ai donné cet exemple au début, avec une addition, mais cette addition, toutes les additions ne sont pas égales. Ici, on a excusez-moi, je vérifie l'heure. On a une addition qui nécessite 5 petites briques de base, des half et full adder. Et donc en fait, on peut se mettre à les compter et à essayer de minimiser, à la place de minimiser le nombre d'additions, minimiser le nombre de one-bit adder. Et souvent, les électroniciens, ils vont avoir des données en entrée, donc ici sur 5 bits, mon X il arrive avec 5 bits, et ils n'ont pas forcément besoin de toute la précision de sortie. Et ça, on peut en tenir compte. On peut rajouter un peu d'analyse numérique et directement, au sein du modèle, se mettre à couper nos additions et à enlever des one-bit adders pour diminuer le coût du circuit sans pour autant dégrader particulièrement la sortie par rapport à ce qu'ils espéraient. Ça, je suis désolé, je vais le passer. Les slides seront en ligne pour moi, donc vous pourrez toujours aller voir les problèmes liés à celui-là. Je vous parle rapidement des multiplications génériques pour vous parler des travaux de personnes un peu partout en France et à l'étranger, si ces problèmes peuvent vous intéresser.
Multiplication générique, on peut la décomposer en deux blocs. D'abord une grille de multiplication bit à bit, et puis ensuite un tas de bits qu'on veut compresser. Cette deuxième partie, vous pouvez notamment à Lyon, il y a Christine Solnon qui travaille actuellement là-dessus avec Anastasia Volkova. Et pour la première partie, c'est des choses qui ont été traitées à l'université de Fulda en Allemagne, où en fait globalement c'est des problèmes de tiling. C'est hyper intéressant, il y a des choses à faire encore dessus, on bosse actuellement dessus donc avec Anastasia Volkova et les collègues de l'université de Fulda. Et ce petit problème, MCM, ou les multiplieurs génériques, on les trouve dans des problèmes plus généraux, comme je vous ai dit au tout début, des filtres numériques par exemple. Et donc le design de filtres, il a été traité sous deux formes, les filtres à réponse impulsionnelle finie. Et donc là, c'est un modèle ILP qui a été proposé par collègues en Allemagne, Martin Kuhn, Anastasia Volkova à Lyon, comme je le disais, et Silvio Philippe à Rennes, où je suis également. Et puis, pendant ma thèse, on avait traité le problème des filtres à réponse impulsionnelle finie, toujours avec un modèle ILP. Et puis, il y a un truc qui est pas mal à la mode, c'est l'intelligence artificielle, qui est, pour l'instant, j'ai vu beaucoup de travaux qui utilisaient l'intelligence artificielle. Ici, on peut se proposer de l'accélérer. Typiquement, il y a des questions de quantification qui peuvent être intéressantes. Ça, c'est traité à l'Institut Max Planck, en Allemagne. Et puis, je bosse dessus à Rennes avec des collègues de l'équipe Taran. Il y a des questions de folding où on a des gros réseaux de neurones et on veut les caler sur des petites puces qui sont déjà là. On ne veut pas fabriquer la puce. C'est avec des FPGA qu'on fait ça. Et donc, ça fait des jolis problèmes qui trouveront sans doute écho dans la communauté. Et il y a de la fonction d'approximation qui peut se faire pour toutes les fonctions d'activation. Et donc là, on se met à allier circuit électronique, analyse numérique, recherche opérationnelle. Enfin, c'est des trucs super intéressants qui sont... les fonctions d'approximation, c'est quelque chose qui est fait un peu à Lyon par Jean-Michel Muller notamment, ou Florent Dodinch. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse la place à Lilia pour la suite. Bonjour tout le monde, donc on va changer un peu de style et de template. Donc je vais vous parler d'un troisième problème qui touche à la sécurité des circuits intégrés, donc à l'optimisation de l'insertion de contre-mesures pour protéger les circuits. Donc c'est dans le cadre d'un projet ANR auquel j'ai participé avec notamment une collègue du LIPSIS, mais qui est du monde de l'électronique, donc pas Alix cette fois-ci, mais Roselyne Chotin. Et puis donc ça a donné lieu à un encadrement de thèse de Jonathan Fontaine, qui doit être peut-être quelque part, pendant ces 3 ans. Hop, non, c'est plutôt comme ça. Ah, c'est bon. Voilà. Donc rapidement, la conception et fabrication de circuits intégrés passe par plusieurs étapes que j'ai essayé de résumer ici. Donc on a en bleu la partie conception qui elle-même passe encore par plusieurs étapes. Donc on démarre des spécifications du circuit, on va utiliser plusieurs outils qu'on appelle dans le jargon EDA ou CAD qui vont nous aider à la conception. Alix en a cité quelques-uns tout à l'heure dans l'introduction, et ça va produire ce qu'on appelle un layout, un GDS2. Donc c'est toute la partie bleue. Et une fois qu'on a fini cette grosse, on va dire, première phase, le circuit va partir en fabrication. Et en fait, il se trouve que la fabrication a lieu à différents endroits autour du monde, et notamment, donc Alix l'a aussi cité, la plus grosse usine aujourd'hui qui peut fabriquer des circuits intégrés sur des nœuds technologiques très avancés est TSMC à Taïwan. Et donc on passe dans la deuxième phase, la phase rouge, donc fabrication, test et intégration, qui va nous produire notre circuit intégré comme on le connaît. Alors, il se trouve que sur cette deuxième phase, on a observé plusieurs comportements malveillants. Alors, le premier comportement, c'est faire un peu de reverse engineering pour récupérer le savoir-faire qui a été fait pendant toute la phase de conception. Le deuxième, c'est l'insertion d'IP, donc de petits circuits malicieux. Et le troisième, c'est la surproduction. Donc finalement, j'envoie mon circuit, je vais avoir 100 000 unités, et puis le fabricant, il va en produire 200 000. Il n'y a rien qui l'empêche. Et ça va inonder un peu le marché.
Ça va coûter moins cher, puisque lui, il n'a pas investi sur la phase de conception, même si la fabrication coûte cher, mais ça va être rentable quand même pour lui. Et donc, c'est ce qui a donné lieu un peu à ce projet ANR, donc MOSIC, pour Multi-Objective Optimized Synthesis to Improve Cyber Security. Donc le schéma ici reprend un peu les phases que j'ai décrites plus haut, un peu plus dans le détail. Donc ce qui est en rouge, c'est vraiment les phases délicates qu'on a envie de protéger. Ce qui est en vert, c'est les phases où on fait confiance, et ce qui est en jaune, finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et donc dans ce travail-là, on s'est concentré sur ce qu'on appelle les trojans matériels, donc les hardware trojans, que je vais présenter tout de suite. Alors, donc, dans la communauté de conception, ces travaux portent un peu le chapeau de Design for Trust. Donc, au moment où je vais concevoir mon circuit, je vais avoir mes contraintes de conception, mais je vais directement commencer à penser à comment sécuriser ce circuit. Bien sûr, le niveau de sécurité, il est différent si c'est un circuit qui va aller dans un jeu pour enfants, ou un circuit qui sera dans une voiture, ou un circuit dans un satellite. Donc, c'est pas le même niveau de sécurité. Et comme j'ai dit, donc, et la sécurité, elle a un coût, puisque ça va impacter les autres critères qu'on considère quand on conçoit un circuit, qui sont la performance, la consommation et la surface. Et donc, ce qu'on appelle rapidement hardware trojan, donc c'est ce qui est représenté un peu dans la figure ici. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est des petits bouts de circuit, pour simplifier, malicieux, qui peuvent être insérés à l'encontre du concepteur dans le circuit. Alors, comment je fais pour protéger du matériel? Alors ça, c'est la grande question. Donc, j'ai retrouvé un peu, j'aurais pris cet exemple d'un collègue aussi électronicien. Donc, il se trouve que c'est un problème vieux, les cryptotextes. Donc, à l'époque, on insérait, donc on a ce petit dispositif matériel qui vient protéger le papyrus qui contient un texte secret. Et si on rentre la mauvaise clé, eh bien, donc le mauvais code, il y a du vinaigre qui va se répandre dans le papyrus, et donc on ne pourra pas lire le fameux texte secret. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre du vinaigre dans les circuits intégrés, c'est impossible, mais ça a inspiré en tout cas la communauté pour proposer des choses qui y ressemblent. Et donc, c'est ce qu'on appelle du logic locking. Donc, on va venir locker notre circuit par un dispositif. Et ce dispositif va permettre finalement de protéger mon circuit contre les malveillants. Alors, il y a plusieurs techniques, je ne vais pas tout lister aussi ici. Donc, il y a des techniques pour la détection. Nous, on s'est concentré sur des techniques pour la prévention, et notamment le logic locking. Par contre, comme on voit ici à droite, ça va avoir un coût. Et comme j'ai dit, usuellement, les critères de performance d'un circuit sont plutôt le délai, qui à terme va vous donner votre fréquence de fonctionnement sur vos ordinateurs, par exemple. La surface, on va vers de la miniaturisation de plus en plus. Et la consommation. Donc la sécurité, c'est vraiment un plus, même s'il est important, ça ne rentre pas comme dans les 3 premiers critères. Alors, donc, notre problème est le suivant. Donc, étant donné un circuit intégré qui est représenté par une netlist, donc c'est le petit schéma qu'on voit ici à gauche. C'est un circuit très simple. J'ai juste 3 portes. Donc, je vais introduire donc, du logic locking qui va me permettre de locker en fait, la partie combinatoire en ajoutant ce qu'on appelle des key gates. Donc, c'est des clés numériques. Et donc, grâce à ces clés-là, je vais pouvoir protéger donc, les parties sensibles du circuit. Donc, l'objectif, c'est de minimiser, comme j'ai dit, la surface et le délai, tout en maximisant la sécurité de mon circuit. Donc, on arrive un peu à la partie optimisation, recherche opérationnelle ici. Et donc, le problème auquel on va s'intéresser, donc, quel est le nombre optimal de ces porte-clés et comment les placer aux bons endroits. Donc, c'est ce qu'on voit sur la figure de gauche. Donc là, pour un petit circuit, comme j'ai dit, juste de 3 portes, j'en ai rajouté déjà 2 pour le protéger. Donc imaginez, comme a dit Alix, c'est plusieurs millions de transistors et donc de portes qu'on peut trouver dans un circuit. Ça a tout de suite un coût non négligeable. Et le deuxième problème, c'est qu'on veut le faire de façon automatique, intégré dans des circuits, pas à la main, à vue d'œil comme ça. Et donc, en fait, donc, ce mécanisme-là va non seulement
voilà, protéger mon circuit, c'est ce qu'on voit de droite, parce que, si vous vous rappelez de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour le vinaigre, en fait, on va introduire ce qu'on appelle une clé. Et donc, si je n'ai pas cette clé, mon circuit ne va jamais fonctionner. Donc, pour chaque circuit que je produis, je vais donner une clé numérique, un peu comme les licences logicielles finalement hein, qu'on distribue. Et donc si j'ai la clé, ben, mon circuit va fonctionner. Et si je ne l'ai pas, eh bien, j'aurais beau en produire en plus, le circuit ne fonctionnera pas. Donc c'est ce qu'on voit ici à gauche. Et puis à droite, donc, comme j'ai dit, ça doit être intégré dans un flow automatique, à la fois pour les portes et aussi pour la génération de clés. Donc ça, c'est un deuxième problème que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais il y a aussi des problématiques d'optimisation ici. Alors, donc de notre côté, comment on a attaqué ce problème? Donc il y avait des travaux déjà hein, dans la littérature qui étaient plus ou moins efficaces, beaucoup d'heuristiques, on va dire. Donc ça se base sur déjà comment je vais mesurer la sécurité. Donc c'est une relation binaire en fait entre les porte-clés. Donc je vais construire ce qu'on appelle un graphe d'inférence. Donc les nœuds de ce graphe, ben, ça va être les porte-clés. Et puis je vais mettre une arête, un arc entre les deux portes s'il y a une relation de pairwise. Donc on voit par exemple le petit graphe que j'obtiens pour le premier exemple que j'ai en haut. Et donc la sécurité, ça va être 2 puissance le cardinal de la plus grande clique dans ce graphe. Et donc nous, en fait, on s'est rendu compte via des contre-exemples, des manipulations, qu'on pouvait déjà améliorer cette mesure de sécurité qui était publiée dans de nombreux papiers du domaine de la façon suivante. Donc c'est la somme de 2 puissance 2 avec une partition en clic du circuit. Donc on a proposé un peu l'approche suivante, donc calculer toutes les relations de pairwise secure, construire le graphe d'inférence et puis trouver dans ce graphe d'inférence donc les clics qui vont maximiser la sécurité. Et donc j'ai repris un peu des petits exemples ici. Je ne vais pas avoir le temps d'expliquer tout le déroulement, mais vous voyez un petit peu les principes. On a fait une formulation en programme mathématique, hein, parce que c'est un peu aussi, en tout cas personnellement, mon savoir-faire. Donc on en a fait plusieurs. Hein. Je vous montre un peu la finale. Vous voyez un petit P2 ici, mais il y a eu un P0, P1, P1', etc. Donc on pense que c'est un peu la plus efficace, qui reprend quelques contraintes classiques de disjonction, de capacité, et puis on a dû rajouter un peu des contraintes additionnelles pour la sélection. Alors comme tout chercheur de recherche opérationnelle, une fois qu'on avait ce modèle, on était très content, donc on a essayé de le résoudre. On a commencé par les solvers, on s'est dit on va tester et puis très vite c'est pas passé à l'échelle. Hein. Et donc le doctorant a développé une stratégie de branch and bound avec quelques subtilités qui ont permis d'avoir des résultats assez intéressants. Donc j'en ai pris quelques-uns ici. Donc le code a été fait en Julia. On a testé sur des benchmarks classiques de la littérature. Et puis, ça a été, on a dû aussi faire appel à quelques outils du monde EDA pour générer, par exemple, les fameuses clés numériques pour tester. Donc, on voit ici quelques graphiques. Donc, ce qu'on a fait pour cette première version, on va dire, du problème, c'est qu'on a mis une limite sur la surface. Donc, on a essayé de trouver le nombre optimal de porte-clés et leur emplacement, par exemple, avec pas plus de 5% de surface. C'était un peu notre façon de jouer sur la partie multi-objectif. Et donc une deuxième partie qui a été non négligeable aussi dans ce travail. Donc comme je vous ai dit, on voulait que ce soit inséré dans un outil. Et donc on a fait ça sur des outils open source. Donc tout au bout, donc on a le circuit, hein, comme je vous ai dit, on récupère la netlist du circuit, et toute la partie verte, c'est ce qui a été développé pendant le projet ANR, alors pas que sur la partie RO, mais aussi avec des collègues qui font de l'EDA. Et donc on calcule automatiquement le graphe d'inférence, on calcule les sous-graphes donc pour calculer nos clics, et puis on lock le circuit, et ensuite donc on passe aux étapes suivantes. Donc cette partie est en open source dans les outils notamment du LibSys et complètement fonctionnelle aujourd'hui.
Donc, pour conclure sur cet exposé, donc, on a proposé une méthode à base de formulation mathématique pour rechercher des clics dans un circuit afin d'optimiser donc l'insertion du logic locking, qui est une méthode parmi d'autres pour protéger le circuit. On a proposé un algorithme de branch and bound pour résoudre le problème. On arrive à avoir des premiers résultats très intéressants et qui intéressent aussi les collègues électroniciens. Et puis, ce que les collègues aiment beaucoup aussi, c'est un petit peu de leur donner la main. Le fait, par exemple, d'avoir mis une borne sur la surface, ils peuvent un peu jouer avec. Voilà, si je veux un circuit je m'en fous un peu finalement de la surface, la sécurité est plus importante, donc je vais augmenter un peu cette partie-là. Ils n'aiment pas avoir quelque chose de pas dire pas black box, mais de tout automatique où ils n'ont pas la main, parce qu'ils aiment bien... Même eux, des fois, en fait, quand ils nous donnent les contraintes, tout n'est pas clair dans leur tête. Donc, le fait de pouvoir jouer quelques scénarios, quelques configurations, ça les aide aussi à visualiser le résultat. Et puis, comme j'ai dit, ça a été intégré dans un flow complet. Alors, bien sûr, les perspectives, il en reste encore plein. Notamment, traiter le problème en version multi-objectif en minimisant le délai. On a découvert ça... je ne vais pas dire à la fin, mais que le délai, effectivement, c'était très important. Toutes ces portes qu'on ajoute, ça va allonger les chemins et donc, du coup, ça va dégrader le délai. Et puis, il y a d'autres méthodes que le logic locking pour protéger le circuit. Donc, on aimerait bien aussi avoir un peu un outil qui permet de changer de méthode et de les insérer de façon optimale et automatique. Donc, ça a donné lieu à quelques publications, notamment des présentations à ROADEF et Euro, et un papier à Codit l'année dernière. Donc, j'ai fini pour la partie exposé technique. On a prévu aussi quelques slides sur le groupe de travail, donc on va accélérer parce qu'on a commencé un petit peu en retard. On a commencé avec... Ouais. Donc juste rapidement, donc le GT OSI donc, qui a porté cette activité. Donc l'objectif du groupe de travail, c'est vraiment rassembler les chercheurs qui sont sur les deux communautés, RO et conception. Donc on travaille, et Christian l'a dit tout à l'heure, beaucoup avec donc le GDR SOC 2, mais pas que, on a aussi beaucoup de collaborations industrielles. Donc on est distribué un peu partout en France. Donc la vie un peu du GT, donc on a écrit un article sur le bulletin de la ROADEF il y a presque 10 ans. J'ai retrouvé le numéro pour les jeunes qui veulent aller le consulter. Et puis très récemment, en janvier, on a écrit un genre de position paper dans la roadmap IPIC. Donc la roadmap IPIC, c'est quelque chose d'européen qui est consulté souvent par la Commission européenne pour les appels à projets. Et donc, Alix et moi, on a écrit un article sur les challenges, justement, en conception de circuits. Alors, comme tous les GT, on organise des journées 1 à 2 fois par an, souvent en collaboration avec, justement, le GDR SOC 2. Et puis, je vais peut-être finir sur 2 mots. On est beaucoup sollicité pour des montages de projets. J'ai donné l'exemple du projet ANR, mais il y a énormément de projets européens en conception de circuits où il y a beaucoup de problématiques d'optimisation. Donc, s'il y a des collègues qui sont intéressés, n'hésitez pas. Il y a beaucoup aussi d'opportunités de test chiffres. Et puis, aujourd'hui, sur cette édition ROADEF, j'ai un peu noté les exposés qu'il y a eu autour de ça. Alors juste un dernier mot sur les challenges, mais j'avais préparé ce slide-là, mais je pense que je vais le laisser et on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation.